تحية من الأزهر الشريف ومن جامعته العريقة إلى منبع النور والعلم والإيمان الصوفي العميق إلى أهل الجزائر وأخص منهم ولاية بجاية. كنت أتمنى أن أشرف وأستزيد نوراً من نوركم وأساهم معكم ببعض ما بحثت من علوم الصوفية وبتشرفي برئاسة الطريقة الخلوتية في جنوب مصر. كنت أنوي الحضور ولكن منعني عائق هو إدارة أكثر من 70 كلية لجامعة الأزهر منتشرة في أنحاء مصر كلها. اعذروني لهذا التخلف وعدم القدرة على الحضور. قلبي معكم وما رزقته من علم معكم، مواكب لكل حركة تبرز عظمة الإسلام وجماله. وأستشهد أخيراً بقول الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يوافق شأنه في الهوى شاني، وقد صار قلبي قابلاً كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. والسلام عليكم ورحمة الله. Mesdames et messieurs, nous allons commencer la première science. Quel honneur, mais aussi une responsabilité. Dans très peu de temps que je vous présente ces savants et chercheurs spécialisés dans les sciences humaines et surtout les sciences de l'islam et du soufisme. يشرفني أن أرأس هذه الجلسة الأولى، وكم هو أمر صعب ومعقد، ولكني سأحاول أن أشرف بأن أقدم لكم هؤلاء المتداخلين المختصين في الإسلام وعلومه وتاريخه وحضاراته وفي التصوف على وجه الخصوص. أبدأ الجلسة بتقديم الأستاذ جميل عيساني ليلقي كلمته بعنوان l'apport de la ville de Bijaya dans l'émergence du soufisme maghrébin. فليتفضل. Merci, Monsieur le Président. Il est communément admis que le début du mouvement soufi à Béjaïa date de la deuxième moitié du XIIe siècle, époque de Sidi Boumedienne. Mais alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'un millénaire de pensée soufie dans cette ville? Tout simplement parce que la période bougiote de la deuxième moitié du XIe siècle ne peut pas être dissociée de ce qui s'est passé à la Qal'a d'Ibn Hamad. Dans quelques mois, l'Algérie célébrera le millénaire de la fondation de la Qal'a d'Ibn Hamad. Du point de vue historique, il s'agit d'un événement majeur, car pour la première fois depuis l'avènement de l'islam, il y a eu retour du pouvoir autochtone au Maghreb central. Le développement des activités intellectuelles dans cette région coïncide avec le début de la dynastie hamadite en 1004, ainsi qu'en raison d'un important phénomène d'urbanisation concrétisé dès l'an 1007 par la fondation d'une capitale, la Qal'a d'Ibn Hamad. Lors du colloque de Tlemcen de l'an dernier, nous avons cerné le cadre et précisé le contexte dans lequel a évolué le soufisme à Béjaïa et sa région à l'époque médiévale. Il s'agissait d'essayer de comprendre si ces aspects avaient eu une quelconque influence sur certaines des célèbres étapes du dialogue islamo-chrétien en rapport avec la ville de Béjaïa, à savoir les questions siciliennes de l'empereur Frédéric II, l'influence de la pensée d'Ibn Sab'in et les disputes du philosophe catalan Raymond Lull à Béjaïa il y a
700 ans de ça. Dans la présente communication, nous allons continuer notre voyage à travers ce millénaire, en abordant la question du renouveau des études du fiqh au Maghreb à partir de Béjaïa au XIIIe, XIVe siècle et les rapports avec le soufisme. Mais revenons d'abord brièvement à ce que nous avons raconté à Tlemcen. Donc tout se passe, vous voyez à cette époque la carte mondiale d'El-Idrissi, le royaume hamadite, la Qal'a d'Ibn Hamad, le Manar, le royaume hamadite qui avait son style architectural propre, sa monnaie. Et vous avez ici une idée des relations maître-disciple de la Qal'a d'Ibn Hamad avec Qayrouan. La principale autorité intellectuelle de la Qal'a était Ibn Nahwi, dont l'influence sur Béjaïa s'est faite de deux façons. Localement, par son disciple et continuateur Abu Amran Moussa, et à l'échelle maghrébine ensuite, à travers son disciple Ibn Herzihim, qui deviendra le maître de Sidi Boumediene à Fès. Après un séjour à Qayrouan, Ibn Nahwi s'était définitivement installé à la Qal'a à la fin du XIe siècle. On possède de lui un poème mystique, El-Munfarija, soulagement après une épreuve, Mihna, et qui a fait l'objet d'une dizaine de commentaires. Dans ce poème, Ibn Nahwi énumère ce que doit faire le musulman pour être soulagé de la Mihna. Je laisse cet aspect qui sera abordé par mon ami Amara Alawad de l'université de Constantine. C'est en 1067 que la capitale du royaume des Hamadites a été transférée à Béjaïa. Elle devient alors l'un des centres culturels et scientifiques les plus dynamiques du Maghreb. Vous voyez ici le relais donc, entre le Qayrouan et Béjaïa à travers la Qal'a. Voici ici une carte qui a été présentée à l'Institut du monde arabe pour l'exposition l'âge d'or de la science arabe. Et vous voyez que la seule ville du Maghreb central qui est présentée est la ville de Béjaïa avec la mention mathématique. En effet, c'est dans cette cité que le célèbre mathématicien italien Leonardo Fibonacci s'est initié au système de numération, aux méthodes de calcul et aux techniques commerciales des pays de l'islam. Rappelons également que c'est à Béjaïa que le Mahdi ibn Tumart déploya vers 1117 son activité réformatrice, notamment par sa prédication en langue berbère. Voici donc une carte de Béjaïa, donc à l'époque médiévale. Oui. La grande mosquée. Oui. Voici ici le mirhab donc, de la mosquée Ibn Tumart à Mellala. Ibn Hamad, le célèbre historien mathématique de Béjaïa, voici ici présenté le traité de paix et de commerce signé avec Pise en 1186 et la page du Liber Abaci dans lequel Leonardo Fibonacci dit qu'il a étudié les mathématiques à Béjaïa auprès d'un maître admirable. À cette époque, la structuration du milieu scientifique était indissociable de celle du monde des oulémas. En ce qui concerne le XIIIe siècle, nous allons nous intéresser à l'ouvrage biobibliographique d'El-Robrini. Ce livre est la source la plus complète sur les savants de Béjaïa. El-Robrini y cite 108 personnalités célèbres des XIIe, XIIIe siècles. Nous avons fait un graphique sur l'articulation d'un certain nombre d'éléments entre eux. Dominique Urvois remplace les relations individuelles par des ensembles et fait ressortir la présence de communautés. On voit notamment se constituer un groupe très important dont les membres, sous l'influence d'El-Hirali, s'intéressent aux mathématiques, aux sciences naturelles et aux différentes formes de spéculation, notamment le tasawwuf. Ibn Rabi'a, qui en est le centre, considéré comme As-Soufi al-Mujtahid, a suscité l'admiration d'Ibn Sabayn. À l'époque almohade, deux raisons essentielles ont été à l'origine du développement rapide du soufisme dans toutes les couches sociales de la Kabylie. La présence à Béjaïa des plus grands maîtres du soufisme et l'esprit de tolérance de la population. En effet, Sidi Boumediene n'a-t-il pas affirmé
que Béjaïa facilite, plus que d'autres villes, la recherche de ce qui est permis. À l'époque de Sidi Boumedienne et après sa disparition, le soufisme a également eu une autre référence essentielle à Béjaïa. Il s'agit du cheikh kabyle Abou Zakaria Yahya Zouaoui. Il avait rencontré en Orient al-Mashayikh wal-Fuqaha wal-Mutasawwifa wa Ahl al-Tariq al-Haq. Rappelons ici qu'Ibn Arabi lui avait rendu visite lors de son séjour à Béjaïa et lui a consacré une notice élogieuse dans ses Futuhat. En ce qui concerne Ibn Arabi, rappelons la célèbre vision qu'il a eue ici, à Béjaïa. Une nuit, je me vis en conjonction avec toutes les étoiles du ciel. J'étais uni à chacune avec une grande joie spirituelle. L'imam du Tasawwuf, El-Hirali, mort à Damas en 1240. Selon Brunswick, son influence à Béjaïa rappelle par certains côtés celle qu'exerça à Tunis Al-Shadili. Venons-en maintenant aux soufis du Unwan al-Diraya. À cette époque, le mouvement mystique paraît avoir conservé longtemps une forme extérieure modérée et de solides bases intellectuelles. Plusieurs des soufis que mentionne pour cette époque le Unwan al-Diraya étaient très versés dans le fiqh. Quelques-uns se distinguèrent comme des poètes mystiques. L'analyse de l'ouvrage d'Al-Rubrini nous permet de tirer quelques enseignements remarquables. Sur les 108 personnalités citées, 101 sont des faqih et 15 d'entre eux sont versés dans le soufisme. Al-Rubrini, qui est lui-même soufi, élève d'Ibn Rabi', en parlant de cette discipline, utilise le terme ilm tasawuf, ce qui nous renseigne bien sur la place qu'il lui accorde. Il différencie les shu'ara al-mada'ih, madh al-nabi, des shu'ara al-tasawuf, poésie mystique, Ibn Nahwi, Sidi Boumedienne, Sidi Yahya Zouaoui, dont les références sont Al-Ihya d'Al-Ghazali et la Risala d'Al-Qushayri. Il évoque enfin le courant philosophique, Tasawuf al-Falsafi, représenté par Ibn Arabi, Ibn Sab'in, Ash-Shushtari et Al-Hirali. D'un autre côté, l'analyse de l'ouvrage nous permet d'identifier les soufis originaires de Kabylie. Il permet également d'identifier les ouvrages de Tasawuf qui circulaient dans la ville. La baisse du niveau à la fin du XIIIe siècle est attestée par Al-Abdari dans sa Rihla al-Maghribiya. Al-Abdari, qui avait des affinités soufis, porte un jugement très sévère sur Béjaïa, visité en 1286. Ce pays renferme les restes des fondements de l'islam. C'est un lieu où ont résidé les plus grands savants, mais le pays souffre d'un changement qui a touché la ville et la campagne. Les sources de la science ont commencé à s'y épuiser jusqu'à un tarissement complet. À l'époque médiévale, la ville de Béjaïa a eu le privilège d'abriter une forme de dialogue interreligieux à travers des événements entrés depuis dans l'histoire islamo-chrétienne. Tous les historiens ont souligné la signification particulière que revêt la célèbre lettre du pape Grégoire VII au souverain hamadite de Béjaïa, le prince An-Nasir, en 1076. Selon Maslatri, qui a publié ce document d'archives, jamais pontife romain n'a aussi affectueusement marqué sa sympathie à un prince musulman. Dans cette ville, l'influence des écoles d'Ibn Sab'in a été déterminante. Rappelons les célèbres disputes du philosophe catalan Raymond Lull, qui aurait étudié les mathématiques à Béjaïa vers 1280. C'est cependant son voyage de 1307 qui va entrer dans l'histoire. En effet, il permet la seule discussion méthodique de Lull avec un savant musulman dont il reste un compte-rendu. Cette discussion n'aura été possible que grâce à la bonne volonté des oulémas. Les étapes du dialogue islamo-chrétien, à savoir la réponse d'Ibn Sab'in aux questions siciliennes, la discussion de Lull avec les savants de Béjaïa et l'intégration de thèmes issus d'Ibn Sab'in dans sa Logica Nova ont été analysés. On y a décelé un certain nombre de points communs. Le plus visible est que l'initiative a toujours été prise par l'Européen. Un autre point commun est la présence du soufisme dans chacun.
Selon Urvois, il y a une certaine homogénéité dans celui-ci, puisqu'il s'agit de la même école. En conclusion, Raymond Lull reconnaît explicitement avoir eu des relations directes avec les soufis musulmans et avoir été influencé par eux. Il les définit comme les hommes religieux les plus appréciés des Sarrasins, mais aussi des autres. Ces gens, précise Lull, qui sont appelés soufis, qui hannon soufi dans le texte catalan, nous donnent l'exemple, et leurs paroles d'amour procurent grande dévotion et permettent à l'entendement de s'élever plus haut. Dans le cadre bien défini du dialogue islamo-chrétien, le soufisme y apparaît comme un lieu de dialogue, où philosophie et théologie s'entrecroisent. Frédéric II, aussi bien que Lull, ont incontestablement trouvé dans leurs partenaires soufis des interlocuteurs privilégiés, des gens avec qui, comme on dit, il est possible de faire un chemin ensemble. C'est précisément à cette époque, à la fin du XIIIe siècle, que la ville de Béjaïa joue un rôle essentiel dans la renaissance des études de fiqh au Maghreb. Parmi les initiateurs de cette renaissance, qui devait avoir une grande portée, figure le plus grand des cheikhs, Nasr ad-Din al-Mashdali. Encore enfant, il avait accompagné son père en Égypte et avait connu les élèves du malikite égyptien Ibn al-Hajib. Selon Ibn Khaldoun, c'est Nasr ad-Din qui, le premier, a rapporté au Maghreb, à Béjaïa, le fameux Mukhtasar, prestigieux traité de jurisprudence d'Ibn al-Hajib, et le fait connaître au premier cercle de ses disciples. C'est à l'érudition du plus grand savant de Béjaïa à son époque, à savoir le jurisconsulte Ahmed Ben Idriss, que ce Mukhtasar doit sa diffusion dans tout le Maghreb et au-delà. Celui qui était considéré par le Tunisien Ibn Arafa comme étant al-Faqih al-Saleh est l'auteur du plus célèbre charh de ce Mukhtasar. En cette première moitié du XIVe siècle, le fiqh est alors la discipline la plus exploitée et le traité d'Ibn al-Hajib y joue un rôle central. On voit ainsi le célèbre mathématicien Al-Abili venir de Tunis à Béjaïa et expliquer aux étudiants de cette ville quelques difficultés du Mukhtasar, alors que d'autres Tlemceniens, Ibn Marzouk al-Jid et Saïd al-Uqbani, tous deux élèves d'Ahmed Ben Idriss à Béjaïa, rédigent leurs propres commentaires du traité. Quelques commentaires. Donc, vous avez ici le manuscrit qui figure dans Afnir Cheikh Mouhoub, c'est-à-dire la khizana donc, de manuscrits de Cheikh Mouhoub de Sidi Boumediene. Voici le mausolée de Abou Zakaria Yahya, que, en principe, nous irons visiter le 13 décembre. Voici donc la structuration du milieu scientifique à Bougie. Voici un ouvrage de référence à Béjaïa à l'époque d'Al-Robrini. Le traité, la lettre qu'a envoyée le pape Grégoire VII au prince al-Nasir en 1076. Voici un manuscrit d'Ibn Sab'in et vous avez une illustration donc de... voici ici, il y a en Espagne énormément d'illustrations sur le voyage de Raymond Lull à Béjaïa. Vous en avez ici qui datent d'ailleurs du XVe siècle, du XVIe siècle. En voici d'autres avec l'illustration de sa méthode de navigation. Voici ici ce qu'on appelle la caverne de Raymond Lull à Béjaïa. Et vous avez cette illustration de sa disputatio. Voici un exemplaire du traité d'Ibn al-Hajib. Voici ici présentée la silsila de Nasr ad-Din et la manière dont la première fois a été diffusé le traité d'Ibn al-Hajib. Ce que l'on peut remarquer, c'est que ici est présentée la silsila de l'école mathématique du Maghreb. Et vous pouvez constater que tous les personnages qui sont mentionnés ici ont, d'une manière ou d'une autre, abordé le traité d'Ibn al-Hajib, soit sous forme de charh, soit forme de glose, soit forme de résumé, etc. Dans la première moitié du XIVe siècle, Béjaïa s'enorgueillit, comme l'a si bien souligné Brunswick,
d'avoir accueilli un autre juriste de renom, Abderrahman El-Ouarlissi. Originaire de Sidi Aïch, tribu des Ourlis, ce juriste a créé dans la ville une école de jurisprudence dont l'influence va persister sur plusieurs siècles. L'influence d'Ahmed Ben Idriss et d'El-Ouarlissi est bien illustrée par cette phrase de Abderrahman El-Taalibi, le patron d'Alger. J'arrivais à Béjaïa en 802 de l'Hégire. J'ai rencontré des savants qui étaient des guides en sciences, en religion et en piété. Ils étaient disciples du Cheikh, le docte et pieux Abderrahman El-Ouarlissi, ainsi que les disciples du Cheikh Ahmed Ibn Idriss, qui étaient alors fort nombreux, pieux et stricts dans les pratiques religieuses. Ils n'entretenaient aucune relation avec les princes qu'ils n'approchaient pas. Leurs successeurs et leurs élèves perpétuèrent leur conduite, Dieu les agrée. Ibn Khaldoun a également été un élève d'Ibn Idriss. Il a séjourné à Béjaïa en 1352 et en 1365-1366. Selon Hajj Sadoq, il aurait donné dans la Muqaddima la définition la plus juste de ce qu'est le mysticisme musulman. Son point de vue sur les soufis apparaît dans ses écrits. Georges Marcet souligne néanmoins que son opinion n'était pas celle de beaucoup d'hommes de religion officielle de son temps. En effet, les fonctions publiques n'étaient pas offertes aux mystiques, qui eux-mêmes ne les briguaient pas. Malgré ce regain des activités intellectuelles dans la ville, on constate qu'un célèbre savant et mystique du sud-est de la Kabylie, Yahya al-Aidli, élève à Béjaïa d'un des plus grands faqih d'Al-Milkiya en son temps, à savoir Ahmed Ben Ibrahim al-Bijay, prépare déjà le repli des oulémas bougiotes vers la province, pressentant l'invasion espagnole. Auteur de la fameuse Wadifa, commentée par Al-Wartilani, Yahya al-Aidli va créer à Tamoukra l'une des toutes premières zaouïas instituts de la Kabylie. Béjaïa a eu le privilège d'accueillir Ahmed Zarrouq al-Barnoussi. Ce dernier a eu des maîtres prestigieux, originaires des différentes régions du pays. Tous fortement liés à Béjaïa. Devenu professeur dans cette ville, il y rédigea son fameux ouvrage Qawa'id al-Tasawuf. Ahmed Zarrouq était considéré par Ahmed Baba al-Tamdoukti comme étant l'un des derniers maîtres du soufisme véritable, qui allie la vérité et la charia. Sa grande devise était « pas de soufisme sans respect du droit ». Ce que je voudrais simplement ici souligner, c'est que Al-Ouarlissi a écrit un livre très connu qui s'appelle Al-Ouarlissiya, qui va devenir pendant des siècles l'ouvrage de référence des étudiants débutants. Les charh les plus connus d'Al-Ouarlissiya sont celui d'As-Sunoussi, celui d'Ahmed Zarrouq al-Barnoussi et celui d'Abdelkrim al-Zouaoui. Ce dernier a fait l'objet d'un mukhtasar d'Abderrahman al-Sabbar. Il est important de souligner que les ouvrages d'Al-Barnoussi et d'As-Sabbar ont été commandés par Yahya al-Aidli. Je voudrais rappeler que ces savants étaient des contemporains du célèbre juriste de Béjaïa, Mohamed Touatoui, qui est connu sous le nom de Sidi Touati. Il est intéressant ici de comparer le commentaire d'Al-Barnoussi et l'abrégé d'As-Sabbar, car ces charhs obéissent à un objectif pédagogique précis, défini par leur maître Yahya al-Aidli, au moment où il était en train de consolider les fondements de la Zawiya Institut de Tamoukra. As-Sabbar, qui se base sur Al-Karafi, partage son texte en chapitres et paragraphes et rajoute notamment des éléments qui n'existent pas chez Al-Ouarlissi, comme l'Aden par exemple. Al-Barnoussi, quant à lui, il choisit d'expliquer le texte d'Al-Ouarlissi en se référant à certains ouvrages de Aqida et de Tasawuf. Ihya Ulum al-Din d'Al-Ghazali, Quwat al-Qulub d'Abi Talib al-Makki et sur les paroles de Sidi Boumediene, d'Abou Abbas al-Hadnoumi, d'Al-Shadili, d'Abdel Qadir al-Jilani et d'Abou Abbas al-Marsi. Le soufisme apparaît surtout dans le dernier paragraphe où il cite certains maîtres du soufisme. Il a achevé ce commentaire à Béjaïa le samedi 15 Rabi' al-Awwal de 878 de l'Hégire. J'ai pratiquement terminé. De nombreux oulémas algériens sont restés fidèles à l'héritage d'Ahmed Zarrouq.
c'est le gars d'Ahmed Ben Youssef, le patron de Miliana. Ce dernier a fait ses études à Béjaïa vers 1460. Il a eu pour maître Ahmed Zarruq al-Barnoussi, qui a exercé sur lui une forte influence. Le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'aller plus loin dans ce voyage à travers ce millénaire de la pensée soufie à Béjaïa. Nous nous arrêtons donc ici, avec la destruction de Béjaïa par les Espagnols au début du XVIe siècle. Cette époque correspond à une période où des bouleversements importants ont eu lieu sur notre planète. Les derniers musulmans sont chassés d'Andalousie et l'Amérique vient d'être découverte par Christophe Colomb. Par ailleurs, les deux plus grandes puissances de la planète, les pouvoirs espagnols et ottomans, s'affrontent dans une terrible guerre mondiale. Cette tragédie va contraindre de nombreux oulémas de Béjaïa à émigrer vers la province. C'est ainsi que certains centres d'enseignement de la Kabylie vont devenir de véritables instituts. Commence alors l'épopée des prestigieuses zawiyas de la Kabylie. Je vous remercie pour votre attention. دكتور جميل عيساني، أشكرك. نقلتني إلى شوارع الإسكندرية حيث نشرف بالشاذلي وبالمرسي، وليس بعيداً عنه في طنطا منطقتي حيث يركض السيد الكبير أحمد البدوي. نحن في مصر وفي المشرق نعترف للمغرب بنوره الذي أمدنا به، ولذلك فأنا شاكر ومعترف لهذا الوطن الجميل الذي لا يتخلى عن ذاكرته قط، الجزائر، والذي قرر أن يستمر في مقاومة الظلام بنور القلب ونور البصيرة وبإسلام الحب والجمال. فأنا لا أتخيل ولا أتصور الإسلام بدون صوفية، كما لا أتخيل الصوفية بدون شعرها الجميل. وقد علمنا الشيخ العلامة عبد الحليم محمود رحمه الله ونحن صغار في الأزهر من هو أبو مدين الغوث. ها أنا اليوم في بلده وكم أنا متأثر غاية التأثر.